Nous avons une nouvelle et charmante invitée qui nous a rejoint il y a à peu près 2 minutes, Inano Tunoa, qui est au conseil municipal de Marina et qui a une longue expérience dans un certain nombre de domaines, dans le tourisme et autres. Bienvenue sur ce plateau, Inano Yarana. On embraye très rapidement sur le secteur de l'agriculture. Nous avons une grande spécialiste autour de cette table, en la présence de Varema Chung, qui est directrice d'une société de distribution de produits agricoles, produits provenant de l'ensemble de la Polynésie. Donc on va pouvoir parler de choses sérieuses, faire également état des suggestions de carton rouge. Alors très rapidement, les productions locales en Polynésie française, ça représente en matière de commerce 13 milliards. Il y a 13 milliards de produits locaux qui sont commercialisés dans notre beau pays. Donc 6 milliards de production agricole. On a à peu près 1,2 milliard, 700 millions de viande de porc. C'est un secteur qui se porte, disons, pas trop mal. Le COPRA a progressé encore cette année de 23%. Néanmoins, il y a des problèmes. Les observateurs se sont rendus compte que les produits locaux sont vendus entre 3 et 4 fois plus cher que les mêmes produits importés. Et on s'aperçoit également que les gros agriculteurs, les gros producteurs semblent avoir une attitude du genre on produit moins pour vendre toujours plus cher. C'est ce qui se dit. Alors la question possible, est-ce qu'il est possible d'être autosuffisant en Polynésie française? Et peut-être Valema faire un petit survol de ce monde de l'agriculture, mais en répondant quand même à cette question, est-ce qu'il est possible d'atteindre l'autosuffisance agricole dans notre beau pays? Merci Loïc. Bien sûr qu'il est possible d'être autosuffisant. Encore faudrait-il que ce soit une volonté politique. Une fois de plus, on a tendance à dire la politique, pas de politique et tout. À la base, il faut quand même qu'il y ait un consensus entre le privé et le politique. Pourquoi? Parce qu'en matière de démarche et de commercialisation, parce que je suis plutôt dans la commercialisation, je suis un petit producteur, je ne suis pas un gros. Je ne parlerai pas au nom des gros producteurs parce que je serai plutôt contre eux. Donc ce qu'on a dit tout à l'heure dans l'introduction, vous n'êtes pas contre? Ah, moi, je suis contre les gros producteurs. Bien sûr, pourquoi? Parce qu'ils s'accaparent le marché à coup d'engrais et de pesticides. Je dis ce que je pense. Et que les petits producteurs, il y en a beaucoup aussi sur les 2 Tahiti, mais ils existent surtout beaucoup dans les archipels. Ils produisent des produits de meilleure qualité, gustative et ma foi, presque bio. Ce sont des produits plus naturels que les produits qui sont vendus à papier par les gros producteurs. Mais ils ont un gros problème, c'est le problème de commercialisation et de fret. Ça rejoint un peu le problème dont on a parlé avec Air Tahiti Nui. Nous avons un fret qui est beaucoup plus cher que toutes les autres compagnies quand nous aimerions exporter nos produits. Il y a une ouverture à l'exportation pour tous nos produits. Et les étrangers sont très demandeurs de nos produits locaux, justement parce qu'il y a un label qualité, il y a un label polynésien. Bon, je voudrais dire par là que ces petits producteurs sont oubliés dans leurs archipels. Ils sont oubliés. Oubliés par qui? Par les gouvernements. Quel qu'il soit, je veux dire, par les décideurs du pays. Même le nouveau ministre, c'est un ancien agriculteur, il a une réputation de dynamisme. Ah, mais il faut un tas de choses dans les journaux, on lit plein de choses tout le temps sur le travail de ce ministère. Je ne remettrai pas en cause son dynamisme, mais le résultat, il est jugé parti. Je suis désolée, il est gros producteur sur l'île de Tahiti. Je ne vois pas comment un ministre qui est jugé parti peut travailler dans l'intérêt des petits agriculteurs. Jugé parti, il est en conflit d'intérêt? Bien sûr. Et donc, par exemple, un exemple, pourquoi il est en conflit d'intérêt? Pourquoi? Parce qu'il est producteur, par exemple, de courgettes, et qu'avec ses gros copains, là, ne serait-ce que sa fédération Rimahotura ou ses alliés à l'importation, ils accaparent le marché, donc celui de Tahiti. Donc il arrange ses propres intérêts ou l'intérêt de sa corporation? Bien sûr. C'est pas normal, ça. Ah ben ça, c'est son problème. Il a qu'à aller s'arranger et voir ça avec les agriculteurs. Il se défendra lui-même. Hein. Toujours est-il que je maintiens ma position, on ne s'occupe pas assez des petits producteurs, des archipels, qui ont pourtant des produits de bien meilleure qualité, contrôlés évidemment par les laboratoires. Hein. Donc, Quel problème vous rencontrez Le gros problème pour la commercialisation de ces produits, c'est bien sûr, si on parle que du plan local, c'est le transport de ces produits depuis les archipels sur l'île de Tahiti et ensuite la commercialisation. C'est le fret maritime en particulier? C'est le fret maritime en particulier qui est pris en charge pour une partie des archipels, mais il y a quand même encore des îles qui sont très mal desservies et pour lesquelles la prise en charge du fret n'est pas effective.
Il y a un problème aussi de fret à l'aller, fret au retour. Bon, ben ça, après, c'est une question d'organisation avec les pouvoirs publics. C'est pareil. On demande l'intervention du ministère ou du gouvernement. Ils interviennent, mais pas sur la totalité des choses. Il a fallu qu'on mette en exergue les problèmes qui existent, ne serait-ce qu'à Maupiti, pour la disparition du Maupiti Express et tout, pour qu'enfin un arrêté sorte en disant qu'on va faire quelque chose pour le fret par le Tahiti Nui. Bon, ça c'est un problème. Mais c'est plusieurs petits problèmes comme ça qui font que tous ces agriculteurs-là, ils sont dans l'impossibilité de commercialiser leurs produits. Est-ce que je vous coupe pas, votre démonstration est intéressante. La question que je veux vous poser, c'est il y a des organismes, genre des cuisines centrales ou des grands hôtels ou des grandes administrations. Est-ce qu'elles jouent le jeu en achetant des produits locaux? Elles voudraient bien jouer le jeu. Nous avons eu des contacts avec des maires, des municipalités, qui voudraient bien justement que dans l'assiette de nos petits, il y ait du Tahiti tous les vendredis. Le problème est c'est l'approvisionnement et la régularité dans l'approvisionnement. En fait, les agriculteurs, ils ont des difficultés à, par exemple, établir un quota pour nous dire, une fois par mois ou une fois par semaine, on vous fournit 6 bananes. Il est très difficile d'avoir 6 000 bananes le même jour. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous les agriculteurs produisent plusieurs choses et l'idéal serait que quelqu'un s'occupe de la centralisation de toutes ces productions-là. Une centrale d'achat. C'est le but même de ma centrale d'achat. Je le crie haut et fort. Keiho Turok était à l'initiative du gouvernement Rivetta. Je ne lui retirerai pas ça. Et quand même, la centrale d'achat mise en place avec une participation du pays à hauteur de 49% du capital, c'est une centrale qui a été mise en place justement pour aider ces agriculteurs des archipels à acheminer tous leurs produits vers la centrale, qu'on puisse les distribuer dans les écoles et même les redistribuer dans les autres archipels. Inano, vous êtes une responsable élue municipale, à Mahina, je crois. On venait d'entendre une jeune femme qui est directrice d'une société qui regroupe et commercialise des produits agricoles. Comment ça se passe à Mahina, l'agriculture? Comment ça se passe à la cantine scolaire ou à la cuisine centrale ou autre? Comment ça se passe? Alors, avant de répondre à cette question, tout d'abord, je suis non seulement élue, mais je suis aussi président de fédération foncière qui rassemble près de 60 associations des îles et d'ici. Donc, pour Mahina, le fait que dans ma vallée Ahonu, qui se situe à Mahina, il y a environ pour 600 hectares à gérer. Et donc, nous aimerions bien, nous avons cette volonté de le faire en tant qu'ayant droit, parce qu'avant tout, la commercialisation est une chose, mais il y a aussi le foncier. Si on va au plus profond, c'est le foncier qui peut tout faire démarrer. Tout à fait. Alors moi, qui suis présidente de cette fédération, nous arrivons justement à nous concorder dans toute transparence justement au sujet de l'autosuffisance alimentaire. C'est tout à fait, comme a dit Loïc Briato, nous, les Polynésiens, nous pouvons subvenir à nos besoins. Maintenant, faut-il une volonté politique, ça c'est clair. Mais nous n'allons pas du tout les attendre. Attention, il n'en est pas question. Qu'est-ce que vous allez faire alors? Quand vous ne les attendez pas, vous allez faire quoi? Nous avons déjà commencé en 2008 à prôner l'agriculture, l'environnement, tout. Parce que, en tous les cas, nous, on passe à l'action, on n'attend personne. Et puis, si on fait de l'agriculture bio, donc nos enfants mangeront bien. CPS, super, ce sera plus à la faillite, parce que la santé passe avant tout. Donc, moi, je crois que le sujet primordial, c'est le foncier. Et tout le monde dit que le foncier est un problème, mais c'est faux. C'est un faux problème. Moi, j'arrive à gérer avec tous nos ayants droit, que ce soit de Moria, de M'Areva, des marquises. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est un faux problème. Merci. Monsieur Téton, oui, vous avez une intervention sur ce sujet. Oui, non, mais je me rappelle d'un déplacement en 2004 avec le président Oscar Temarou au forum de l'agriculture qui a été organisé par le ministre de l'époque, M. Hariti, sur l'île de Tar. Il y avait 4000 agriculteurs. C'est là où Oscar Temarou a dit planter, planter, planter.
Et quand il s'est assis, il y avait le papa de 86 ans qui s'est levé. Avec ou sans aluminium? Il s'est levé, donc c'est papa Marie, paix à son âme aujourd'hui, qui a dit écoutez, moi ça fait depuis l'âge de 6 ans, j'ai un couteau dans les mains, et nous ne sommes pas des paresseux. Nous ne sommes pas des paresseux parce que c'est notre métier. J'ai 86 ans, donc ça fait 80 ans que je fais de l'agriculture. Et il y a d'autres présidents qui sont venus comme toi nous dire il faut planter, planter, planter. Et nous les avons écoutés, on a planté. Et une fois que nous avons planté, ce qui s'est passé, c'est que ça a pourri dans les champs. Alors aujourd'hui, ce que vous allez faire, vous la politique, c'est de s'organiser et de mettre en place la commercialisation et tout un ensemble d'écoulement des produits. Et quand ce sera en place, à partir de ce moment-là, nous allons planter. Et c'est là le problème aujourd'hui. Maintenant, effectivement, Valena dit tout à l'heure, en tant que directrice, que le gouvernement a mis en place cette centrale de commercialisation qui est Kaihoturo, qui est une bonne chose. Mais là où le bas blesse, c'est que je pense que le ministre de l'époque n'a pas su convaincre les agriculteurs par une pédagogie de communication de participer activement et en tant que partenariat, de partenaire dans cette centrale de commercialisation Kaihoturo. Alors, j'ai compris qu'aujourd'hui, que Kaihoturo, il y a un problème avec le ministre. C'est d'ailleurs pour ça que Kalani, quand il s'est levé à la télé pour dire qu'il n'est pas question que Kaihoturo puisse commercialiser des produits, parce que ça n'appartient pas aux agriculteurs. Parce que ceux qui ont... Le ministre a dit que le produit de l'agriculture n'appartient pas aux agriculteurs. À juste titre, d'ailleurs, ce sont les distributeurs. Parce que les agriculteurs n'ont pas voulu s'associer à cet ensemble-là. Non. Alors là, j'interviens parce que ça n'est pas tout à fait ça. Les agriculteurs ont la possibilité d'entrer dans le capital social. Encore faudrait-il qu'ils aient les fonds. Cette société Kaihoturo, qui était à l'initiative bien sûr d'un gouvernement, quel qu'il soit, il a traversé les 3 gouvernements. Donc, elle a survécu. Oui, il a survécu. C'est rare, c'est bien, il faut le souligner. Mais voilà, je me suis battue. Je peux vous dire que, en plus en étant femme, c'était encore plus difficile. Ils ont la possibilité d'entrer dans le capital social de la société. Donc non, c'est pas très juste ce qu'on dit. C'est pour ça que... Mais est-ce qu'ils sont on a une question derrière. Est-ce qu'ils sont convaincus que Kaihoturo aujourd'hui, effectivement, c'est cette centrale de commercialisation qu'il leur faut. C'est là où je dis, il faut une vraie pédagogie de communication pour en fin de compte, les informer du bien-être et des bienfaits de l'objectif de Kaihoturo. À quelque chose malheur est bon. N'est-ce pas? Ils m'ont tellement bloqué pendant toute l'année 2011 que j'ai passé mon temps à tourner dans les archipels, justement pour aller expliquer l'objet de Kaihoturo. Parce que, effectivement, peut-être qu'il y avait une mauvaise information sur l'objet. Kaihoturo étant l'entreprise que vous dirigez, oui, qui est chargée de commercialiser les produits agricoles des archipels vers l'île principale. On a une intervention, si vous le permettez, d'un monsieur qui n'a pas encore parlé, qui est également un conseiller municipal, un élu, et qui va nous expliquer ce qu'il vit, lui, à propos de ce sujet qui est l'agriculture. C'est un beau sujet. Tout à fait. Je tiens à soutenir les 2 charmantes dames qui sont ici présentes parmi les jeunes hommes. Je tiens d'abord à vous dire que les informations que j'écoute, je prends parti avec les 2 dames. Parce que pourquoi? Que notre vie politique actuellement, le gouvernement, c'est que nos produits locaux ne peuvent pas expédier à chaque moment parce que nous avons un quota venant de la source marine. Cela veut dire que toutes les marchandises qu'on vend, on a un quota à respecter. Cela veut dire les diamètres des produits à exporter ou à importer. Et les produits marines sont passés sur les produits agriculteurs. C'est-à-dire que dans les îles australes, actuellement, ils vendent des produits agriculteurs comme les carottes. Les carottes, ils ont une taille inférieure par rapport à leurs données, qui refusent de les vendre. Et pourquoi nous achetons à l'extérieur des petites carottes qui sont aussi petites par rapport à nos tailles? Voilà ce que je veux prédire. Cela veut dire que nos ministres ne font pas, ils sont incompétents de leur travail. Je ne suis pas à critiquer qui que ce soit, mais on a des produits merveilleux dans les îles australes et on refuse de les vendre sur nos produits locaux. Pourquoi? Parce que les tailles ne respectent pas. Et en dehors, on achète des petites carottes qui ne font même pas le doigt. C'est ça ce que je dis, franchement, que le gouvernement, il faut qu'il change et qu'il essaie de vendre nos produits locaux. Marou. Merci pour cette intervention. Patrick, qui est également un professionnel
de l'agriculture et qui nous a fait le plaisir de sa présence aujourd'hui. Patrick Aya, nous vous écoutons sur le sujet de l'agriculture. On parlait d'autosuffisance en Polynésie. Le grand problème actuellement rencontré en Polynésie, c'est qu'il n'y a aucun plan d'aménagement global du territoire sur l'agriculture. Rien. On peut citer un exemple. Des années entières, on a planté des cocotiers. 50 000 hectares. Peut-être un peu plus. 50 000 hectares. Ouais, énorme. Que dalle, rien. Avec ce potentiel de surface, est-ce qu'on ne peut pas commencer à réfléchir? On dit 1000 hectares par an de régénération de cette cocoterie. Ça équivaut quand même 50 ans de travail devant nous. Il faut tout replanter. Mais ça veut dire, si on doit enlever le travail qu'il va y avoir derrière, parce qu'il y a le cœur de cocotier, le bois de cocotier, et j'en passe. On peut même faire notre biodiesel grâce à ça, à cette grande exploitation. Mais non, il ne faut rien faire. Actuellement, il y a le marché de l'huile. Quand vous dites qu'il ne faut rien faire, le gouvernement croit qu'il ne faut rien faire. Développer ce pays, c'est comme si c'est une verrue quelque part. Bon, ah bon? Mais attendez là, pourquoi le Vanuatu, qui est un pays très pauvre, soi-disant, il roule avec son propre biocarburant? Toutes les centrales électriques au Vanuatu marchent pour moitié au biodiesel de cocotier. Au Vanuatu, et c'est une filiale de l'EDT. Donc on peut le faire. Ben oui. Ah non, il ne faut pas le faire. Bon, bref. Ensuite, on parle d'autosuffisance, mais dans quel secteur? Demande un peu à un jeune, qu'est-ce que tu viens manger ce soir? McDo. Si je te remplace des frites de pommes de terre de McDo par des frites de Ourou, ah non, c'est pas bon. Pourtant, c'est meilleur. Même si. Mais le problème, l'éducation de nos enfants maintenant, regarde à la télé, pub McDo. Il n'y a pas pub taro, il n'y a pas pub banane, il n'y a pas pub fei. McDo à Ouétaoué. Exemple. Jusqu'à Nescafé à Ouétaoué. Il fut une époque où on chantait Nescafé. Pour boire le Nescafé, à l'époque, on produisait nous-mêmes notre café. Mais non, on change. Alors qu'il y a le parfait exemple de ce qui se passe à Hawaï avec le café. C'est un succès total. Ils sont partis de zéro. Aujourd'hui, on pourrait faire la même chose. On va plus loin. École de formation agricole en Polynésie, qui est juste où? À Montréal. Combien d'étudiants? 200. Pensez-vous qu'avec 200 jeunes qui sortent tous les 3 ans. Culture après leurs études. Non. La question, même le programme, c'est un programme national. On va leur apprendre à planter des pommes. Faut pas déconner. Il est peut-être temps de commencer à y réfléchir là. Quelle formation on doit donner? On rigole, mais il vaut mieux en rire. Moi, l'humour, des fois, fait passer les choses. Maintenant, on a des secteurs qui sont vraiment porteurs. Moi, je suis spécialiste dans la vanille. Okay? Nous représentons actuellement 0,4% du marché mondial. Il fut une époque où on était deuxième, 300 tonnes. On a été deuxième pendant 20 ans, plus de 20 ans. En 1950, je crois, dans les années 1950. Le max qu'on a fait, c'est 364 tonnes en 1964. Aujourd'hui, c'est combien? Si on arrive à faire 12 tonnes, on est bien. Voilà. Okay? J'avais opté pour dire une fois au gouvernement qui sont venus visiter mon dispositif, il est peut-être temps de passer à 1000 tonnes. Soyons le numéro 1 mondial de la vanille de Tahiti. On pourrait? Bien sûr, grâce à la technologie. Le numéro 1, c'est Madagascar. 94 000 hectares plantés avec des esclavagistes. Elle est moins bonne que la nôtre. C'est faux. Non, vous trompez. Elle est différente. La vanille de Madagascar, elle est produite uniquement pour son taux de vanilline. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Et la technique de séchage, dite de préparation, elle est différente de la nôtre. Parce que cette vanille ne peut pas être cueillie mûre sur pied. On ne peut pas manger une mangue verte, on est bien d'accord. Sauf celui de Thaïlande que j'ai goûté il n'y a pas longtemps. Bref, nous zappons ça. On l'amasse mieux, nous, à Tahiti, non? On ne l'amasse pas. Tu sais pourquoi on massait la vanille avant? Parce que la demande du marché mondial, c'était 32%, 38%, 28%. Alors pour que ça sèche plus vite, on l'amasse. D'accord. C'est tout. Allez, on la prépare. Mais par contre, en la réduisant de ce taux d'humidité, on perd tous les arômes qui différencient notre vanille. On a 5 bouquets aromatiques. Ce que vous êtes en train de nous dire, Patrick, je vous coupe, mais pour aller dans votre sens, c'est que si on faisait des choses simples et rationnelles, on pourrait être dans les 2 ou 3 premiers producteurs mondiaux de vanille.
Bien sûr, surtout de la nôtre. Avec les conséquences économiques, sociales et dans l'emploi que ça a. Ça peut générer 6 000 emplois. Mais le problème, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas ou ils ne veulent pas le faire? Il ne faut pas. C'est pas qu'ils ne veulent pas. Et vous-même, vous exportez votre vanille ou pas? J'exporte, mais moi, il y en a peu. Mon marché, il est plutôt local. Ça ne sert à rien de vouloir exporter si le marché local, on n'arrive même pas à les fournir. Tellement que on importe de la vanille de Madagascar. Non, c'est pas interdit. Sans blague. Pose pas la question. À croire que ça rapporte plus les taxes d'importation que de produire en Polynésie. Donc on importe de la vanille. C'est ça la vérité. C'est la vérité. Elle est là le problème dans le pays. Les taxes d'exportation. L'exportation rapporte plus au pays, à nos caisses, que faire produire, donner du travail. Mais ne serait-ce que la valeur ajoutée. C'est là, il ne faut pas. Il faut se bagarrer pour le micro, monsieur Sagues. Allez-y. Non, je rejoins tout à fait, monsieur. Je ne suis pas du tout dans l'agriculture, mais l'adage ici à Tahiti, c'est plus j'importe, mieux je me porte. La fiscalité indirecte, c'est sans commune comparaison avec les produits que peuvent rapporter l'agriculture. Donc je crois que ça s'arrête là. On va en parler. C'est un des thèmes. Une intervention encore sur l'agriculture, et après on doit passer absolument sur un autre thème. On a débordé de 6 minutes sur ce thème. Oui, mais j'ai quelque chose à dire assez important parce que nous avons, avec notre association, fait analyser les salades que l'on importe à Tahiti et qui sont mangées à Tahiti, qu'on appelle la romaine. Les affaires économiques ont fait naturellement un rapport aux importateurs et aux responsables du territoire. Les produits utilisés sont des produits cancérigènes. Et la salade romaine que nous consommons est dangereuse pour nos familles. Or, elle rapporte à M. Louis Van et elle rapporte aux importateurs et elle rapporte aussi au territoire en matière de taxes d'entrée et douanières. Donc là aussi, carton rouge interdira ce genre de pratique. On a eu M. Jean-Jacques Kéran qui est venu nous dire au marché, mais non d'une pipe, vous importez des salades alors que vous pourriez les fabriquer. Effectivement, ça laisse à réfléchir. Et encore une fois, le cas de la salade, c'est un premier cas qui est vraiment un cas cancérigène. J'ai les analyses avec moi. Le deuxième cas dont je voulais sensibiliser aussi au niveau de carton rouge, c'est que nous avons une merveilleuse usine qui fait du saumon fumé et qui exploite ses produits et qui distribue sur le territoire. Les grandes surfaces se sont immédiatement organisées, sont allées voir le ministre et ils ont fait pondre une loi comme quoi le produit congelé pouvait être importé à Tahiti et revendu en frais. Et on a concurrencé avec le produit congelé le produit frais qui était fabriqué par notre usine. Moralité, notre usine est tombée en faillite. Donc là encore, on voit la puissance des importateurs et la faiblesse de nos hommes politiques qui se font acheter par une bouteille de vin à Noël. Donc là encore, il faut les virer. Très bien. On a M. Tofa sur les recommandations de M. Carton Rouge, Patrick, et après on doit impérativement passer à un autre sujet. Alors, les recommandations de Carton Rouge, à écouter tout le monde, c'est qu'il faudrait que l'agriculture soit poussée un peu plus loin, c'est-à-dire qu'actuellement il produit le moins du quart, il faudrait pousser jusqu'à un tiers. Et puis aller sur la surproduction, puisque derrière la surproduction, on peut faire de la congélation de certains produits saisonniers, par exemple le hou, qui produit 2 fois l'année, eh bien il faut les congeler pour les périodes, pour les écoles par exemple, pour venir dans les écoles, les bananes, etc. Alors, l'autre recommandation de Carton Rouge, c'est de créer des zones agricoles protégées et donner un bail agricole ces fameuses terres appelées les terres de monsieur présumé de manière. Pour prendre les terres de monsieur présumé et les donner à des jeunes agriculteurs. Voilà. En bail agricole. Oui. Et puis maintenir les populations dans les îles parce que le COPRA, moi je vous dis, regardez sur Internet, tapez Chine, bourre de coco. Bien, vous pouvez aligner 100 conteneurs les pleins tous la bourre de coco. Voilà. Vous savez dans quelle industrie c'est un produit de luxe, la bourre de coco? Pour le fourrage des chevaux. Fourrage des chevaux de luxe, le fin du fin, c'est la bourre de coco. C'est vendu une fortune. Dans les voitures de luxe. Matelas de luxe chinois. Aussi. Patrick, et après on doit passer, je m'excuse, à un autre sujet qui sera le commerce. En Polynésie, il n'y a aucune formation pour la transformation des produits agricoles. On a des BTS comptables, tout ce qu'on veut, mais aucun qui incite la jeunesse à aller dans une recherche. Là, actuellement, j'ai eu la chance de discuter avec le TISTRE,
la Thaïlande Industrie de Recherche et Développement. Eux, ils pèsent 97 000 étudiants dans l'agriculture. C'est énorme. 8 lycées, j'en passe. Ils ont une formation. Ils veulent planter des mangues. La question qu'ils vont se poser avant de planter des mangues, c'est qu'est-ce que je vais en faire? Ils lancent des concours au sein de tous les lycées pour chercher des méthodes, des machines, afin qu'on puisse tout transformer. Créer de la valeur ajoutée sur place. Chez nous, c'est même pas un truc qui est même pas imaginable des fois. Très problématique. Merci. Dernièrement, j'ai eu une commande, 50 tonnes de Ourepio par mois. Je dis, mais monsieur, vous rêvez, vous me demandez une glacière. Local ou international d'Allemagne. J'ai eu l'occasion d'inviter un monsieur qui achète ma vanille 10 kilos par mois. Il a goûté le Ourepio, le mec il m'a dit, mais c'est quoi cette mangue? Chez nous, on appelle le Ourepio. 50 tonnes par mois. Il dit, si tu as une glacière, t'es heureux. Merci. On passe au prochain thème de notre émission. On a très largement débordé. Mais l'agriculture a été développée depuis 30 ans par notre équipe en place. Le commerce. À se poser des questions. Le commerce, chers amis. Le commerce souffre depuis plusieurs années de la faible demande des ménages. C'est-à-dire, c'est la crise, donc on n'a pas d'argent, on ne consomme pas. On consomme moins. Il y a eu en 2010 2073 entreprises de créées dans le commerce. Il y en a plus de la moitié qui ont disparu dans l'année. En moins d'une année, ces entreprises ont disparu. C'est quand même assez évocateur. Il y a une réglementation qui est quasiment inexistante en matière de concurrence. Il y a des positions de monopole et des abus de position de monopole qui sont une réalité de tous les jours. On a parlé dans un débat précédent des marges arrière et le commerce souffre énormément. On aimerait bien que nos quelques commerçants qui sont sur cette table puissent nous en toucher un mot. Monsieur Saguès est un commerçant. Francky, quelque part, vous êtes commerçant également. Et Monsieur Buisson, peut-être un mot sur ce qui est un obstacle au commerce, qui est d'ailleurs le premier employeur du pays, je pense, le secteur du commerce. Monsieur Saguès. Oui, je ne reviendrai pas dans les détails de la situation de monopole inédite ici en Polynésie française, qui a fait fermer des dizaines et des dizaines de commerces, qui a enlevé la spécificité de petits commerces pour uniformiser. Bientôt, on va manger des boîtes de commerce, des boîtes de conserve à toutes les sauces, sans savoir vraiment ce qu'il y a dedans. L'autre grand problème, je pense, réside dans la fiscalité. Nous sommes dans un monde maintenant global où les prix, on peut connaître les prix de n'importe quelle denrée, n'importe quel produit sur Internet. Et nous sommes 2, 3, 4 fois plus chers qu'ailleurs. Le problème, c'est donc la fiscalité, cette fiscalité indirecte qui nous pénalise. Aussi, on parlait tout à l'heure du tourisme. On est trop cher. Pourquoi? Parce qu'on a tous nos produits importés sont lourdement taxés à l'entrée. Pour exemple, on parle souvent ici à Tahiti, la première destination touristique, je crois, des Tahitiens, c'est Hawaï. Tout le monde va là-bas faire du shopping, c'est bien, c'est pas cher. Il faut savoir que le prix d'un container de la côte californienne, de Long Beach, à destination de Hawaï ou de Tahiti, est sensiblement le même. C'est aux alentours de entre 3 et 4. Entre Long Beach et Hawaï, c'est le même prix que Long Beach et Tahiti. Alors c'est beaucoup plus loin. Non, c'est pas vraiment beaucoup plus loin. C'est à peu près pareil. À quelques centaines de dollars près pour un container. Donc, ça voudrait dire que nous pourrions avoir les mêmes prix de revient ici à Tahiti qu'à Hawaï. Et c'est vraiment pas le cas. Et pourquoi c'est pas le cas? Parce qu'on est toujours sur un système de fiscalité de comptoir qui date, qui est périmé et qu'il faut changer. On va joindre les deux thèmes, fiscalité et commerce, comme ça on va gagner un peu de temps. Francky, sur le commerce, vous avez également plusieurs boutiques, vous, en ville, et peut-être même à l'étranger, je crois. Alors, on a un gros problème au niveau du commerce. Là, je parle de la bijouterie, c'est que lorsqu'on est en compétition, je veux dire, avec des tables au marché,
où vous avez des petits commerçants, enfin, si on peut appeler ça des commerçants, qui ont une petite table et puis qui exposent leurs produits là où on devait trouver des mangues ou des patates ou des feuilles ou j'en sais trop rien. Et là, on trouve de la perle, je veux dire. On a un marché et on trouve de la perle. Et puis, parlez du marché de propriété. Aucune fiscalité, aucun contrôle. Vous pouvez trouver des rebuts comme vous pouvez trouver de belles choses, certes. Mais il n'y a pas de règles là-dessus. Et lorsqu'on se plaint auprès de l'administration municipale, celle-ci, parce que c'est elle qui gère le marché de papeterie, ils font semblant de nous écouter, mais rien ne se passe. Donc voilà par exemple un exemple au niveau du commerce, ça va tuer le commerce parce que d'un produit quand même, on va dire de luxe, il se retrouve au même niveau que des bananes, des feuilles, des tarots ou ce genre de choses. Monsieur Marcosini, sur le commerce. Moi, je voudrais revenir sur le commerce. Et nous avons ici une chambre qui s'appelle comment? La chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers. Voilà. Et je voudrais savoir à quoi ça sert. Elle a un budget de 900 millions, je crois. Là, on a réuni à l'intérieur de la chambre des gens censés défendre justement ces lois et appliquer les règles du commerce dans la ville. Alors, j'ai récemment entendu dire que Monsieur Gilliot avait été réélu à la tête de la branche commerce et qu'il réclamait l'extension au territoire sur 6 à 8 mois en solde. Alors, je dois dire que c'est... Il veut simplement que les commerçants aient le droit de vendre en solde à 40 et 50% de moins de leur marge pour pouvoir faire vivre... 8 mois sur 12, on est bien d'accord. Donc moi, je commence à me demander si les commerçants, déjà pour commencer. Deuxième point, naturellement, les perles au marché, c'est pas leur place. Deuxièmement, les foires avec les vêtements en bord de route, c'est pas plus non plus l'endroit où on doit commercialiser ces produits. Alors, je crois que le plus grand supermarché, c'était Air Tahiti Nui, qui était le plus grand supermarché volant, puisque tout le monde est allé acheter à droite et à gauche et est venu vendre dans les foires autour des mairies. Alors, naturellement, plus de patentes, plus de fiscalité, plus de charges au niveau de la CPS. Et c'est comme ça que les boutiques ferment en ville. On doit dire que la ville aussi est peu attrayante, pas de parking, aucune structure. Alors ça, c'est le commerce intérieur. Mais ce qu'on peut aussi déplorer, c'est naturellement la fiscalité, puisque la douane récolte quand même 54 milliards par an, et donc vient alimenter, encore une fois, cette administration pléthorique et des hommes politiques qui servent à rien. Donc on a là un prélèvement à l'entrée qui vient gréver nos coûts, et ensuite de ça, l'ensemble de tout ce qui a été rajouté, c'est-à-dire la patente, les taxes communales, enfin tout un ensemble de choses que tout le monde connaît, plus les charges sur les salaires, plus tout le restant, c'est-à-dire les jours fériés où il faut ouvrir et ainsi de suite. Alors, on a multiplié aussi à plaisir l'ensemble des commerçants, c'est-à-dire des commerces. On va dire, avant, il y avait peut-être une dizaine de coiffeurs, maintenant, ils sont peut-être 250. Donc, le marché est trop petit et donc, tout ça se casse la figure. Quant au monopole concernant la distribution alimentaire, on a vu qu'un groupe, naturellement, arrive à avoir jusqu'à 70% en importation et en distribution des produits. Donc on a parlé des marges arrière et on voit aussi que ces gens-là bénéficient en défiscalisation davantage alors qu'ils gagnent suffisamment pour payer l'ensemble des structures qu'ils voudraient mettre en place. Donc voilà en gros un ensemble de choses qui est complètement, encore une fois, un territoire totalement désorganisé. En plus de ça, je ne parlerai pas des archipels où les produits sont encore 3, 4 ou 5 fois plus chers qu'à Tahiti, alors que même le subrégard à bord des bateaux fait son propre commerce dans un sens comme dans l'autre, sans aucune patente. Voilà. Et crédit à la consommation, la banque, là on a une indication de l'EOM, quasiment moins 10% des crédits à la consommation accordés par les banques. Ça a une incidence, Monsieur Bouisson, évidemment, sur le... Bien évidemment, oui. On va passer le micro à Monsieur Bouisson. Je crois que quelque part, pour en venir à ce problème, c'est un problème général. Ça montre que depuis que l'autonomie s'est installée, aucun politique n'a pris en compte, n'a fait une vraie réflexion sur l'organisation économique, on voit bien commerciale, fiscale du territoire. Les prix à Tahiti sont exorbitants parce qu'on a à la fois un système qui tient de l'ancien octroi de mer, auquel on a rajouté une panoplie extraordinaire, si ce n'est extravagante, de taxes diverses. Je crois qu'il n'y a plus que les chiens perdus sans collier qui ne sont pas taxés, puis encore, je ne suis pas sûr. Et on a rajouté à tout cela des impôts
de sociétés dites modernes, dont la dernière est la TVA, qui, je le rappelle quand même, pour ceux qui l'ignoreraient, a été inventée pour les pays qui exportent, et non pas, comme la Polynésie, des pays qui ne font que consommer. Mais l'ensemble de cette fiscalité directe et indirecte aboutit à faire, j'avais fait une étude et j'avais demandé à un ancien directeur des affaires économiques de vérifier, c'était encore pire que pour moi, j'avais, pour une centaine de produits, démontré que pour un produit qui arrive à 100 au niveau du territoire, et sans qu'on puisse mettre en cause les marges commerciales faites par le grossiste, le demi-grossiste et le détaillant. On ne pouvait pas s'en sortir à moins de 3 fois et demi à 5 fois le prix d'importation. Ça veut dire qu'un produit qui arrive à 100 dans le territoire, avec les taxes directes, indirectes, et la fiscalité qui pèse sur les entreprises, sur les activités commerciales, ne peut pas être vendu à moins de 3 fois et demi à 5 fois son prix d'origine. C'est totalement débile. Or, il y a, ça fait 25 ans que l'autonomie est mise en place, il y a d'autres systèmes fiscaux à mettre en place. Bien évidemment, il faudrait remettre en cause nombre de privilèges, nombre de monopoles. Mais ce serait au bénéfice de chacun, non seulement des consommateurs immédiats, parce que si un produit arrive à 100 et qu'au bout du parcours, au lieu d'être vendu 3 fois et demi le prix, on peut le faire vendre localement à 150. Alors c'est quoi la solution pratique du point de vue fiscal? Parce que quand on regarde les chiffres, je vous interromps, après je vous rends la parole, Monsieur Bouisson, l'impôt sur les sociétés, c'est entre 35 et 45%, c'est le cas. Sauf que, la TVA, sauf bon, que peu de gens la payent. Comment? Sauf que peu de gens la payent. Vous allez nous expliquer tout ça. Bon, il y a un tas d'autres taxes, les contributions indirectes, les taxes d'apprentissage, les taxes sur la publicité, les conventions d'assurance, des impôts sur les sociétés, l'impôt sur les transactions, l'impôt sur le revenu, des capitaux immobiliers, etc., etc. Est-ce que la fiscalité dans notre pays, est-ce que c'est un frein au développement économique? Est-ce que c'est un frein? Est-ce que ça participe à la crise? Elle est, comme toute l'administration territoriale, délirante. Délirante, c'est un mot fort. Quand on compare avec d'autres pays. Non, c'est pas un mot fort. J'ai été, avant l'autonomie, directeur du Trésor. Et à ce titre, j'ai connu le système qui fonctionnait dans le territoire avant l'autonomie. On avait 35 services administratifs, on avait 5 établissements publics. Aujourd'hui, on a 83 services administratifs et 58 établissements publics. On développe et on augmente la pression fiscale parce qu'il y a une augmentation du nombre d'administrations? Bah, évidemment. C'est pour payer les fonctionnaires qu'on augmente la pression fiscale? Bah, évidemment. Il faut nous l'expliquer. À chaque fois qu'on a un problème, on crée un organisme ad hoc. Par-dessus. C'est le délire des gouvernants qui créent en permanence des structures nouvelles ou en augmentant, en amplifiant le nombre des fonctionnaires dans les services, non seulement augmente le coût des services directement, mais également augmente le coût du service rendu à la collectivité, parce que tous ces services, finalement, n'existent que par ce que j'appelle une diarrhée verbale, une diarrhée réglementaire. Ils pondent des textes à n'en plus finir, qui sont souvent des papiers collés mal faits, des textes métropolitains, totalement inapplicables par quiconque est un peu professionnel. Et quand on va voir le service concerné, il dit c'est comme ça, il n'y a pas à discuter, si vous n'êtes pas content, allez dans le tribunal administratif. Ce qui veut dire 1 an et demi, 2 ans pour avoir une décision, et si elle n'est pas correcte, 5 ans avec la Cour d'appel de Paris. Autant dire que eux ils s'en fichent, tous les mois ils seront payés. Par contre, celui qui veut, le professionnel qui veut travailler, lui, il est mort. Voilà la réalité du territoire. Alors, avec le durcissement de la crise, après je vous donnerai c'est juste pour abonder dans le sens, avec le durcissement de la crise, on a observé nos politiques qui, de plus en plus ouvertement, avec beaucoup moins de pudeur qu'il y a quelques années, nous préparent à l'instauration de l'impôt sur le revenu. Vous en pensez quoi autour de cette table des conséquences économiques et sociales? Est-ce qu'il faut faire l'impôt sur le revenu? Est-ce que ça ne va pas être la fin du paradis fiscal qui est la Polynésie française? Il existe déjà, c'est la CST 1, 2, 3. Il faut juste changer de nom. Au lieu de marquer CST1, CST2, on n'a qu'à mettre l'impôt sur le revenu. Ça y est, la chose est faite. Pourquoi ils sont kikines?
Moi, je paye tout le temps. C'est ST1, c'est ST2, c'est ST3. C'est pas un impôt sur les revenus. Monsieur Saguès, c'est pas un paradis fiscal, la Polynésie? Non, pas du tout. Expliquez-nous. Monsieur Bisson est le spécialiste en matière et peut-être qu'il confirmera. Je crois que l'assiette fiscale est de près de 38%. C'est ça, un peu plus. C'est-à-dire, expliquez-nous un peu, parce que nous ne sommes pas nous spécialistes comme vous pouvez l'être. Sur un produit qui se vend, par exemple, 100 francs dans le commerce, il y a environ 40 francs de taxes. C'est bien ça? Oui, un peu plus. Un peu plus. Donc un petit peu moins de la moitié. Je préfère laisser le spécialiste répondre à cette question. Globalement... Par rapport à d'autres pays, c'est... Alors, globalement, le prélèvement de la collectivité territoire sur l'ensemble des prix est de 42%. Bon. Donc la pression fiscale sur les prix, c'est 42%. Voilà. Enfin, donc ce sont... Globalement. C'est la nébuleuse administrative. Elle pèse 42% sur les prix, sur le coût de la vie. Voilà. Alors je voudrais revenir. C'est ça que vous dites? Oui, c'est pas ce que je dis. Non. C'est ce qui est démontré. C'est colossal. C'est ce qui est démontré. Et je voudrais ajouter une chose. C'est que quelque part, quand on compare, quand on évalue ce montant, il est déjà considérable. Il faut savoir qu'en France, on est à 46% avec la sécurité sociale. Ici, c'est pas compté. Première chose. Et deuxièmement, la Polynésie n'a pas ne fait rien en matière de dépenses, de souveraineté. Oui, ça c'est l'État qui prend en charge avec les transferts. On va parler des transferts de l'État tout à l'heure. Mais ça, ce sont des dépenses d'État. C'est-à-dire que pour la seule administration territoriale et ses satellites, on a un prélèvement global sur l'ensemble de ce qui est fait et produit de 42%. Ce qui est anormal. C'est totalement délirant. Quand je suis arrivé, oui, c'était combien? Elle était de à peine 10%. Aujourd'hui, on est à plus de 60%, je crois, d'augmentation en 20 ans. Le budget de fonctionnement aujourd'hui, pour payer toute l'administration, elle est de 107 milliards pour un budget total de 170 milliards. C'est énorme. On ramène la pression fiscale à un taux, disons, acceptable pour la cherté de la vie. On la diminue de moitié, mettons à 20%. Qu'est-ce que vous faites des fonctionnaires qu'il faut... normalement, il y a toutes ces sociétés d'économie mixte que ce sont que j'appelle l'administration de complaisance qui a été créée depuis 2000. Vous les mettez dans la rue, il n'y a pas de caisse d'allocation chômage. Par M. Gaston Floss. Répondez à ma question, M. Tétouani. Vous les mettez dans la rue, la moitié des fonctionnaires. Allez, dans la rue. Il n'y a pas de caisse d'allocation chômage. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont travailler dans l'agriculture, la solution, elle est là. Il n'y en a aucune qui rapporte de l'argent. Donc, économiquement parlant, il faut faire un licenciement économique. C'est simple. D'accord. Mais il faut leur expliquer, ou alors il faut préparer leur reconversion. Leur dire de prendre en compte leur société à un franc symbolique. Et s'ils sont capables demain de venir répondre à des appels d'offres. Oui. Et Nano, vous êtes au conseil municipal d'une grande commune locale. Non, oui. On verra notre ami Gérard Vainé, on verra sa position aussi. Vous devez vous séparer de la moitié des fonctionnaires municipaux de votre commune. Vous faites quoi? Comment vous faites? Qu'est-ce qu'ils vont faire après ces gens-là? Maintenant, si vous les mettez, disons, à l'extérieur de l'administration, le coût de la vie va coûter 40% de moins. Non. Non. Alors allez-y, expliquez-nous pourquoi c'est pas ça. Faut pas aller dans le délire. Les 30 années que l'on a connues, d'abord il y avait les expériences nucléaires, il y avait l'abondance financière, on a créé des services, il y avait de l'argent qui arrivait, tout le monde était bien content et on distribuait à tout va. Aujourd'hui, on a une crise économique, il faut revenir à des réalités. Les réalités, d'abord, c'est de ne pas payer un conseiller 1 million par mois, alors qu'avec 500 000, ça suffirait. Déjà pour commencer. Ensuite de ça, on a d'autres économies qui peuvent être faites, des économies d'échelle. On n'a pas non plus nécessité de virer les gens ou de les mettre dehors. Moi, carton rouge, on a bien précisé. On veut mettre en place le RSA, revenu de solidarité actif, et on veut mettre en place le RSI, la retraite sociale des indépendants. Et je rappellerai que depuis 25 ans, nos élus à l'Assemblée territoriale touchent le RSI qu'ils ont payé avec nos cotisations. C'est-à-dire que le budget du territoire a servi à payer la caisse de retraite de nos élus et qu'ils vont toucher entre 250 et 300 000 francs dès qu'ils vont sortir de l'Assemblée territoriale tous les mois jusqu'à la fin de leur vie. Par nos deniers, c'est-à-dire que nous avons payé leur caisse de retraite. Or, la retraite sociale des indépendants, nous avons envoyé les courriers en mai 2011 au gouvernement de M. Oscar Temaru. Il n'a pas accepté d'ouvrir la possibilité de mettre en place le RSI en Polynésie française. Or, au 1er janvier 2012, à Nouméa, on a mis en place le RSI. Et le RSI est financé par la Caisse de solidarité des retraites
de groupements bancaires européens. Ça veut dire qu'actuellement, il y a 9 milliards d'excédents dans cette caisse et on a tous droit ici, en tant que copraculteurs, vaniculteurs, tous les agriculteurs, les pêcheurs, les artisans, et on a un gouvernement qui nous dit non, je ne le mets pas en place. Pourquoi ? Parce que d'abord, ça n'est pas bleu, c'est-à-dire indépendance, ou ça n'est pas orange, autonomie. Alors le carton rouge dit arrêtons l'autonomie, arrêtons l'indépendance, faisons du développement économique. Voilà ce que l'on veut. Et là, on met en place une caisse de retraite pour tous les indépendants. Ça veut dire que notre territoire sera alimenté de 3 à 4 milliards d'argent frais tous les mois. Voilà où on en est. Merci, et c'est Pierre. pour ça que nos élus sont des voyous. Merci Pierre. C'est la transition traditionnelle de carton rouge. Il faudra répondre à la question qui a été posée en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, s'il vous plaît. Non, je suis d'accord avec Pierre. Oui, c'est sûr. Concernant ces solutions d'urgence, le RSA, le RSI. Mais en tout cas, aujourd'hui, il faut qu'il y ait un changement de mentalité et d'état d'esprit. Aujourd'hui, tous nos enfants qui sortent de l'école, ils veulent rentrer dans l'administration. Pourquoi faire? C'est pour toucher un salaire. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, être dans l'administration, emploi protégé, et tout le tralala. Et cet esprit d'entreprendre aujourd'hui n'existe pas chez les Polynésiens. Pourquoi? Parce qu'il y a 30% aujourd'hui qui sont dans l'administration, qui sont des privilégiés, qui sont bien payés, et on ne leur demande même pas l'obligation de résultat. Ils ont reconnu dernièrement aux assises de l'administration de dire qu'aujourd'hui, ils sont trop nombreux pour faire le travail qu'on leur demande, et qu'aucun élu, aucun aujourd'hui politique ne leur a demandé une obligation de résultat. Moi, ce que je voudrais dire aujourd'hui, il faut changer cette mentalité-là, et après on doit changer de donner le goût aux Polynésiens d'entreprendre. Le goût aux Polynésiens d'entreprendre, il faut effectivement qu'à l'école, tout petit, on leur a dit que c'est eux les forces vives de demain dans la Polynésie. Cette solution d'urgence que Pierre vient de détailler, comme le RSA, le RSI, c'est urgent, il faut le mettre en place. J'invite nos téléspectateurs à regarder notre débat précédent. Moi, je voulais très largement parler du RSI. Je voulais revenir sur la... D'abord Inano, ensuite Francky. À la question des fonctionnaires des communes, là, moi j'ai dit que c'est facile de le dire, il faut privatiser les communes. Regardez comment ils ont la Nouvelle-Calédonie. Eh bien, la commune de Nouméa, il a presque 100 000 habitants. Bien, ils n'ont pas de camion d'Iro, pas de drap, pas de tractopelle, rien du tout. Tout est privatisé. Les ordres ménagers sont faits par des privés. Tout est fait par les privés. Donc c'est possible, par exemple, dans une commune, tous ceux qui font de l'ordre ménager créent une société pour cela. Les menuisiers, une autre société pour cela, et ça y est. D'ailleurs, la création des sociétés d'économie mixte, c'est pour quoi faire au départ? C'est pour pallier là où le privé est absent. Exact. Voilà. Et de privatiser. Mais elle ne doit pas se pérenniser. Mais elle ne doit pas se pérenniser. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, tous les sociétés de complaisance qui ont été mises en place, comme l'OPH, comme Nassager, comme le FDA, et comme Taïtinurawai et tout le reste, mais il faut les privatiser. Aujourd'hui, la politique, c'est de dire il faut dissoudre. Moi, je dis, il faut demander aujourd'hui à tous ces agents de reprendre en compte leur société et à un fonds symbolique. Voilà. Alors, le rapport Bollier que tout le monde connaît, je donne la parole à notre ami Inano. Alors, justement, pour l'impôt sur les revenus, avant toute chose, il est clair que ce sont nos élus qui doivent sortir de leur poche l'argent avant d'imposer cela à toute la population. Qu'ils nous montrent l'exemple. Pour l'instant, aucune ne l'a montré. 30 ans après, 20 ans ou 40 ans après. Donc, carton rouge, ça suffit. Qu'ils nous montrent l'exemple, sinon, ils savent la porte de sortie. Aux derniers assises de l'administration, ils ont fait un aveu. Tous les fonctionnaires ont avoué qu'ils sont trop bien payés. Et donc, ils acceptent de faire baisser leur salaire. Mais aujourd'hui, aucun politique n'a pris cette mesure. Même Oscar a annoncé qu'il faut diviser le salaire des fonctionnaires par deux. Mais ils commencent à diviser leur salaire, déjà, les politiques, par deux. Très bien. Non, moi, je crois que l'impôt quand on déclare un impôt sur le revenu, je crois que c'est un coup de bluff. On sait très bien qu'il faut plusieurs années pour le mettre en place. Comment voulez-vous qu'un gars aux Marquises, au fin fond de la vallée, puisse faire une déclaration sur son chiffre d'affaires, etc. Alors que s'ils étaient honnêtes, comme disait Patrick, il suffisait de prendre la CST et puis de mettre des tranches beaucoup plus importantes. C'est immédiat, ça coûte 0 franc, mais en fin de compte, ils se protègent.
quand il parle des hauts revenus, il ne s'agit pas de hauts revenus uniquement, il s'agit de faire payer tous ceux qui ont la possibilité, qui ont de l'argent et qui peuvent participer au développement de ce pays. Tous, on doit payer des taxes, mais on ne doit pas être sélectif. On ne va pas dire non, il y a que... Qu'est-ce qui va se passer si on met que des impôts sur des hauts revenus? Ils vont disparaître. Oui, ils vont partir. Ils vont disparaître. Patrick, et après on passe, si vous le permettez, au transfert de l'État, et après on ouvrira le débat. Ne serait-ce pas, qu'est-ce qui génère le plus d'argent? Qu'est-ce qui gagne le plus d'argent dans notre pays? Ceux qui vendent du fioul. Bien d'accord. Ceux qui vendent de l'énergie. Hein? Mais ceux-là, qu'est-ce qu'ils font pour notre pays? Hein? Ces groupes de personnes qui vendent du fioul. Moi, je me pose la question. Moi, là, j'ai vu, tu as fait un melon plein, 12 000. Waouh. Tu fais le calcul, il y a combien de gens qui ont une voiture? Allez, 150 000 multipliés par 12 000 d'un coup. C'est énorme. Mais c'est pas peut-être eux qui peuvent nous donner, je sais pas, trouver un moyen de dire, bon, cette année, mais voilà, j'ai généré tant de milliards. Par solidarité? Par solidarité. Ça s'appelle du patriotisme. Avec les seuls gros capitalistes au monde qui ont demandé d'être taxés plus sont les Américains, par solidarité. Quand il y a eu la crise, ils se sont regroupés, ah non, mais bon, au gouvernement, taxez n'est plus. La solidarité. mais Patrick, ceux qui, les taxes, la majorité des taxes, ils vont au territoire. Bah oui. Mais des fois, on se pose des questions. Est-ce que c'est sûr? En ce qui concerne les dividendes, non. Enfin, on n'a pas vu les grands groupes locaux faire la même proposition du capitalisme américain. Le pétrole, le gasoil, quand il arrive ici, il est à 60 francs le litre, prix 4, sorti douanier. Oui. Mais combien il coûte à la pompe? 150, 170. Les 100 francs, ça rentre dans les caisses du pays. Et Nano, une intervention après Monsieur Buisson, et on va parler des transferts de l'État. Oui. Et on arrivera à la fin de notre émission où on pourra parler quand même 5 minutes tous, librement, de chacun. Pourra donner donc son point de vue et sa vision du développement économique de notre beau pays. Donc allez, 2 minutes Inano, ensuite on parle des transferts de l'État et ensuite débat ouvert sur la vision de chacun en matière de développement économique. Inano. Alors justement, pour ma part, c'est vrai qu'il y a ces gros chefs d'entreprise, essence et gazole, mais comme dit notre ami Gaston, c'est le pouvoir politique aussi. Donc si eux ne s'y mettent pas et n'imposent pas pas l'écran pour le dire, alors qu'est-ce qui se passe? Il y a peut-être des sous-tables, on ne sait pas. Mais nous, 14 roues, on ne nous achète pas du tout. Pas question. Merci. Merci. Monsieur Buisson, et après on va parler des transferts de l'État et on ouvrira le débat complètement après. Chacun donnera sa position. Juste un petit mot en tant que technicien, non seulement par ici, mais des expériences que j'ai vécues en métropole ou dans d'autres pays du monde. Je crois que la fiscalité, d'abord, elle doit être efficace. Et pour être efficace, il faut qu'elle soit simple. Or ici, depuis une trentaine d'années, on s'ingénie constamment à multiplier les textes. Quand je suis arrivé, le code fiscal, il faisait 18 pages. Si on enlève les 3 pages d'avertissement préalable et les 3 pages de signature, il restait une quarantaine d'articles. Aujourd'hui, on est aux environs de 1500 articles. En combien de temps? En 25 ans d'autonomie. Donc de 3 pages à 1500 pages 1500 articles. Voilà, bon. Et on va ça, c'est une augmentation. Ouais, ça, c'est sérieux. Là, c'est productif. Ça. Et dans le même élan, on va ajouter une stupidité de plus qui est de proposer de mettre en place l'impôt sur le revenu. Alors c'est un impôt qui... Pourquoi c'est une stupidité, Monsieur Buisson? Parce que quelque part, chaque fois qu'on l'a installé dans les grands pays, ça a toujours été sous l'égide de plus de justice fiscale. Or, quelque part, c'est un non-sens total. La fiscalité n'est pas là pour faire de la justice fiscale, elle est là pour remplir les caisses. Première chose. Chaque fois que l'on veut donner à un impôt une destination quelconque, ça dure le temps de la promesse électorale. Très vite, l'État récupère l'impôt pour ses propres besoins immédiats, sans s'occuper du tout du but poursuivi initialement. Ça, c'est de l'anecdote. Mais plus sérieusement que ça. Partout dans le monde, pour des raisons justement de justice fiscale, l'impôt sur le revenu a été supprimé pour un nombre de plus en plus considérable de petits gens. En France, pour prendre cet exemple, l'impôt n'est pas payé par 60%
des contribuables. 60% des contribuables français sont exonérés, enfin, sont en dessous de la barre du taux, de l'impôt sur le revenu. Mais par contre, donc c'est pas très productif. Mais par contre, 80% de cet impôt est payé par 30% de la population. C'est un peu injuste. Ce qui veut dire que tous les cadres moyens et cadres supérieurs sont, eux, matraqués. Où est la justice fiscale? C'est qu'on mettait en avant au départ. Le résultat, c'est qu'au bout du parcours, cet impôt qui est long à mettre en place, il est inquisitorial. Il faut bien voir que... Il faut une administration pour le gérer. Il faut une administration rien que pour gérer ça, parce qu'il faut contrôler tout, etc. Bon, on l'a, l'administration. Et il est... Non, parce que... plus encore. Non. Là, rien que pour l'impôt sur le revenu, on doublerait le nombre des agents des contributions. Là. Rien que pour ça. D'accord. C'est pas l'objectif. Et au bout du parcours... Il est nul. L'impôt sur le revenu en métropole, malgré tout ce qu'on... C'est même pas 10% des recettes de l'État. Merci Jean-Pierre pour ces précisions. C'est un non-sens total. C'est bien clair. Rapidement, nous avons 7 minutes avant la fin de cette émission. Alors, on va parler des transferts de l'État. Très rapidement, en 2001, l'État français a envoyé dans notre beau pays 128,6 milliards. En 2010, il a envoyé 178,9 milliards. Donc en 10 ans, une augmentation de 39% des transferts de l'État. Donc ceux qui pensent que l'État se désengage, ils se trompent. C'est arithmétique et c'est pas faire de la politique que de reconnaître les chiffres. Donc les transferts de l'État ont augmenté de 39,1% en 10 ans. Une petite idée, une petite image. Pour chaque Polynésien, l'État envoie 520 000 francs CFP ou jusqu'à 660 000 francs CFP par an et par habitant. Ça fait à peu près 55 000 francs par mois. Okay, ça, c'est la réalité des choses. Ça représente à peu près 38% du SMIC. La question qui se pose, c'est est-ce que, alors que plus d'un quart de notre population, c'est-à-dire plus d'un Polynésien sur 4, vit en dessous du seuil de pauvreté, est-ce qu'on peut se passer des transferts de l'État? Très rapidement, parce qu'après, vous allez pouvoir, en 1 minute chacun, donner votre vision du développement économique local. Alors, est-ce que oui ou non, on peut se passer des transferts de l'État? Alors, premièrement, les chiffres, ce sont que des chiffres. Nous avons 250 000 habitants. Si l'État met sur la table devant moi 180 milliards, comme tu viens de le dire, c'est-à-dire 178 milliards,9, et que je les ai physiquement devant moi, je vais pouvoir immédiatement distribuer à la population autant de milliards. Mais ils ont été donnés, effectivement. Je ne dis pas qu'ils ont été... Où est-ce qu'ils sont? Alors, là, je transforme la question. Voilà. L'État a donné... l'État a donné en 2010 178,9 milliards. Ils sont où? L'État a fait des transferts. Ils sont où? L'État a fait des transferts. Alors, on peut parler où ils sont. Alors, je voudrais d'abord savoir qu'est-ce que ça a payé, qu'est-ce qu'on en a fait. Le détail, hein. Non, dans tout ça... Dans tout ça officiel. Dans la pratique, ils sont où? On les voit pas. Alors, il y a de plus en plus de gens qui mangent dans les poubelles. Alors, on n'aura pas suffisamment de temps, 10 minutes, pour expliquer ce phénomène. Moi, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que l'État, aujourd'hui, il faut bien comprendre. L'État, c'est la métropole qui s'élève au 2e rang des puissances mondiales concernant la possession maritime. C'est grâce à la Polynésie française et à l'environnement du Pacifique qui sont autour de nos îles. Ensuite de ça, l'État a bien conscience de la position stratégique de la Polynésie française dans le Pacifique Sud pour le futur. On a eu on peut citer d'autres exemples, c'est-à-dire par exemple les terres rares et peut-être d'autres exploitations sous l'eau. En Nouvelle-Calédonie, on sait qu'il y a du pétrole ou du gaz. Donc on peut peut-être imaginer que l'État est mieux informé que nous pour savoir pourquoi ils envoient de l'argent ici. On sait tous qu'ils ont fait des essais nucléaires. La question, c'est est-ce qu'on peut se passer de ces transferts, Pierre? Écoute, pour le moment, je dirais que la Polynésie française coûte bien moins cher que la Normandie ou bien moins cher que la Corse et 10 fois moins cher que la Réunion. Je n'ai pas dit qu'on pouvait s'en passer. C'est pas la question. La question, c'est qu'il n'est pas question de s'en passer. Je dis qu'ils sont insuffisants. Voilà. C'est ce que je veux te dire. Mais en disant 180 milliards, ça donne une idée de l'ampleur de l'enveloppe, mais ça donne pas une idée de ce qu'on en a fait et où est-ce que c'est parti. Et c'est grave, parce qu'en réalité, le retour de cet argent sur la métropole est peut-être de 40, 80 ou 60%. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a tout un tas de services. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'une partie de cet argent repart. Bien évidemment que cet argent repart, sinon on marcherait pas sur le bitume, on marcherait sur de l'or et de l'argent, et il n'y en a pas de l'argent. Donc où est-ce qu'il est passé? Moi, j'ai pas la réponse. Je dis simplement que depuis 30 ans, s'il y a eu autant d'argent de déversé sur Tahiti, alors dis-moi où est-ce que cet argent est passé. En tout cas, nous avons ici un taux de pauvreté qui est extrême et nous avons un taux de chômage important. Et on a l'avenir des jeunes, il n'y en a même pas. Il n'est même pas question de savoir. Donc cet argent, il arrive, il est mal dépensé.
Je ne sais pas s'il pourquoi arrive. l'État ne fait pas en sorte qu'il paye contrôle? C'est quoi? C'est une bêtise alors? Je l'ai déjà dit tout à l'heure, l'autonomie a été une catastrophe sur ce territoire et j'ai toujours dit qu'on a donné à des hommes politiques une grandeur qu'ils n'ont pas et ils n'ont pas su préparer l'avenir et ils n'ont pas su faire ce qu'il fallait pour que la jeunesse et la population soient dans le bonheur. Donc je te dis, ils ont mal géré le territoire. Monsieur Termatei, sur les transferts de l'État, on peut s'en passer non, ou moi, pas? je crois Vous avez que- bien investi ou pas? Moi, je fais confiance à l'État et je crois qu'on ne peut pas du tout s'en séparer. Au contraire, il va falloir progresser encore, réindexer et puis en avoir encore un peu plus. S'ils sont bien utilisés, je fais confiance au commissaire pour que tout soit bien effectivement utilisé. Mais qu'une partie rentre en France, bon, ben, c'est un petit peu normal. Des expatriés, les fonctionnaires d'État qui sont là pour 2-3 ans, ils ne vont pas laisser tout leur pognon ici. Il faut bien qu'ils les rapatrient chez eux. Donc moi je pense qu'au contraire, il faudrait que ça aille en augmentant un peu plus rapidement. Monsieur Kaya, Patrick, s'il vous plaît, sur le sujet. Je suis du même avis que notre confrère. Hein. Donc il faut que l'État continue à nous verser de l'argent, comme disait notre ami là. On a un potentiel. Donc je pense qu'on n'est pas assez payé. Réellement. Regardez, ils sont venus faire toute la recherche atomique chez nous. Ils sont partis, ils ont saccagé Mourouro au lieu de mettre un EPR chez nous pour avoir l'électricité gratuite et pouvoir le vendre. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas fait. Mais bien sûr, pendant des années, ils nous ont bombardés. Dans les airs, partout. Après, on nous dit, ah non, mais bon, maintenant, merci beaucoup. Non, non. Les fruits sont plus gros et les femmes plus belles. Peu importe. Moi, c'est pas les femmes qui m'intéressent. Moi, c'est l'avenir de mon Fénois. Alors, si on avait... non. Moi, je suis de la génération bombardée. Je pense que comme beaucoup d'autres. Vous êtes un enfant de la bombe. Ben oui, je suis né en 69, donc on y est plein dedans, là. Ok. Pardon, j'ai pas fini, mais par contre, ma question... Comment peut-on être endetté avec autant de pognon? Bonne question. Le taux d'endettement est de 60%. C'est pas possible avec autant de pognon. Oui, il a augmenté de 60%. Ouais. Merci Patrick. Inano, on va finir l'émission là, rapidement là. Donc si vous avez des choses à dire, il faut y aller. Excusez-moi, Naïma, vas-y. Ok. Donc, une dame après une dame, ça va aller ça. Ouais. Alors justement, l'argent de l'État, il est vrai qu'on en a besoin, mais l'État aussi a besoin de nous. Ce n'est pas mendier, c'est faux. L'État nous doit. L'État aussi a tout fait pour reconstruire la Polynésie. Maintenant, où va cet argent? Le reste de l'argent qui est complètement invisible. Ah, il va où alors? À votre avis, là, vous êtes une responsable administrative et politique. Non, la commune, c'est l'État. Alors il va où l'argent? Non, médiatiquement, en ce moment, on voit plutôt où va l'argent. Pour moi, un exemple parmi tant d'autres, le golf peut-être. Cet argent perdu. Merci. Non, juste une petite remarque. La Polynésie est loin d'être autosuffisante. À mon avis, on a grandement besoin du partenariat de l'État et que je suis de l'avis de Hinano, il n'est pas suffisant. Voilà. Alors, je pense que la question est mal posée parce que comment on peut dire si on peut se passer de l'argent qu'on nous doit? Donc, ce qu'on nous doit, il faut nous la donner. Et puis, s'il en manque, si nous avons d'autres besoins, puisque les années passent, la population monte, les pauvres augmentent aussi, le chômage augmente aussi, non, on a besoin plus. Donc les 178 000, moi je crache pas dessus parce que c'est un dû. Il me donne cet argent, il me doit cet argent, il doit me le donner. Mais maintenant, ce que je demande à l'État, c'est de mettre tout de suite en mesure d'urgence le RSA qui va peser, qui va nous apporter proche de 100 milliards. Quand on pense qu'il faut ajouter dans le RSA l'enfant ou tous ceux qui n'ont pas de boulot, eh bien, c'est presque 100 milliards qu'on va recevoir de ça. C'est en plus de ce qu'il y a ici. Ça, c'est un dû, les 178 milliards. Il faut nous donner maintenant le RSA qui va nous apporter 140 milliards, 100 milliards. C'est un dû, c'est-à-dire quoi? Les Français habitant en métropole le touchent, donc nous sommes Français polynésiens, on doit le toucher aussi? Bien sûr. On est Français égaux. Bien sûr, puisque le RSA, c'est la caisse de solidarité nationale. C'est ça, nous sommes des Français à part entière ou alors nous sommes des Français entièrement à part? Alors c'est là la question. Monsieur Tétouanoui, Monsieur Saguès, et après on va s'avancer. Nous avons débardé de 18 minutes, il va falloir qu'on conclue. Conclusion de Monsieur Tétouanoui. Alors, s'il vous plaît. Effectivement, aujourd'hui, il
bien l'argent qui vient de l'État. Cet argent, elle est bien là. Mais ce sont les utilisateurs qui ne sont pas bons. C'est-à-dire nos politiques aujourd'hui. Quand on pense à un hôpital qui devait coûter 22 milliards, il a fini à 40 milliards. Et moi je dis aujourd'hui, on a jeté de l'argent au cochon. Et plus l'État va donner, et plus encore nos politiques, si on les garde les mêmes, comme ils sont des incompétents, et aujourd'hui des magouilleurs, des voleurs, des monteurs, il faut les changer. Parce qu'il faut des gens compétents, des gens intègres qui doivent être au pouvoir demain pour pouvoir gérer cet argent et pouvoir savoir aussi demander de l'argent, que ce soit à l'État ou à l'Europe, avec des projets structurants. Merci. Monsieur Saguès, et ensuite, on va conclure. Oui, j'avais un petit mot en accord avec Monsieur Tofa. Il ne faut pas oublier que la France a utilisé la Polynésie pour le principe de dissuasion nucléaire qui a duré presque 30 ans. La force de la France, la grandeur de la France, c'est quand même en grande partie grâce à la Polynésie. Et la France a étouffé tout le monde, a créé tous ces systèmes d'administration pléthoriques dont on parlait. Elle a laissé faire parce que, de manière à ce que elle a acheté les Tahitiens, en quelque sorte. Et maintenant, peut-être que c'est un juste retour aujourd'hui que la France revienne et nous conseille davantage et remette un contrôle sur toute cette gabegie, sur tout ce gaspillage énorme qui nous a menés là où nous sommes aujourd'hui et dans une situation de quasi-faillite. La voix de la raison pour conclure. Monsieur Martini, vous allez avoir après 30 secondes. Attends, on est obligé d'indiquer rien. Très bien. Donc, c'est monsieur je ne sais pas si ce sera la voix de la raison, mais... Oui. Les 20 000 internautes qui ont suivi déjà nos 2 premiers débats. Je voudrais juste qu'on retourne un petit peu sur Terre, là, parce que quelque part, il faudrait quand même bien se rendre compte que 175 milliards par an, ça représente en moyenne 4 fois à peu près le coût d'un citoyen français normal. Je ne parle pas des autres. Quant à la dette, entre guillemets, d'un État envers un autre, il ne faut pas se faire d'illusions. Il n'y a pas de mémoire entre États. Hein, oui, mais la reconnaissance d'État, entre guillemets, c'est une illusion. Si la Polynésie doit exiger de la France quelque chose, c'est au titre de son histoire, et au titre de sa participation, et au titre de sa citoyenneté. Le reste, vous savez, bon, d'autant plus que l'État a beaucoup dépensé ici. Quant à ce qui s'est passé ces 30 dernières années, il y a eu 30 ans de CEP, il y a eu 30 ans d'autonomie, enfin presque. C'est l'autonomie qui a été la catastrophe. Si l'État a une responsabilité, c'est de l'avoir accordée à des gens qui étaient totalement incompétents. Car au bout, elle évolue dans le cadre de la République quand même. Hein. Oui, mais au bout de 27 ans, force est de constater que les Polynésiens ont voulu s'occuper de tout. L'agriculture, la pêche, le tourisme, la perle. Ils se sont occupés de tout, effectivement. Ils ont aujourd'hui tous les pouvoirs dans toutes les matières. Et ils ont tout ruiné. S'il y a une seule conclusion à donner, c'est que la Polynésie n'était pas prête à assumer les responsabilités qu'elle a revendiquées. Alors maintenant, il faut en tirer les conséquences et dire, plutôt que s'affronter avec un État qui, de toutes les manières, aura le dernier mot, peut-être qu'il faudrait travailler sérieusement ensemble et essayer de récupérer dans les compétences qu'il peut avoir ce qu'il y a de meilleur pour notre devenir ici en Polynésie. Merci. Je veux conclure quand même, oui, très rapidement, parce que carton rouge doit quand même conclure sur une note qui est une note d'avenir, une note d'espoir. Alors, si carton rouge a vu le jour, c'est bien parce que des citoyens se sont levés et ont dit non, stop. Maintenant, il faut faire quelque chose pour notre pays. Et nous avons des solutions et nous voulons gérer notre pays correctement. Alors, l'État va avoir en face représentants, du moins j'en suis sûr, des gens compétents, des gens comme Jean-Pierre, des gens comme Gaston, des gens comme William, d'autres gens vont nous rejoindre. Je pense que notre ami à côté, je me rappelle pas de son prénom, mais en tout cas Patrick, merci pour toutes les interventions. Effectivement,
nous allons aller là-bas, leur dire voilà, nous voulons nous développer, on a des vrais dossiers, on peut les faire rentabiliser, on veut simplement maintenant que vous nous accompagniez, on veut faire des emprunts et ça devrait fonctionner. Et à ce titre-là, je voudrais rappeler quand même que Carton Rouge a réuni et a mis en place une pétition où nous avons maintenant 28 000 signatures et on a voulu la clôturer à fin avril, on n'a pas pu parce que les îles et d'autres personnes veulent signer notre pétition. Donc on a maintenant une vague qui est presque un plébiscite de Carton Rouge pour dire oui, nous voulons gérer notre pays, oui, nous voulons présenter des vrais programmes, oui, on va aller chercher l'argent en Europe et ailleurs, parce que l'argent existe, mais pas pour faire n'importe quoi, et pas pour continuer à engraisser une bande de, on va dire, de petits salopards. Voilà ce que je pense. Sur ces paroles franchement républicaines et nettement démocratiques, nous allons conclure. Oui, c'est votre vérité, Monsieur Marchesini, c'est certainement la vérité de Carton Rouge. Je vais être obligé de conclure cette émission. C'était très très riche. Les thèmes qui ont été abordés étaient extrêmement importants. Merci à tous nos invités d'avoir fait le déplacement. Merci pour votre patience. Merci d'avoir accepté le rythme un peu soutenu. Sachez que les 2 premiers débats ont été suivis par près de 20 000 internautes et ça monte tous les jours. Notre prochaine émission est prévue dans une quinzaine de jours. Ce sera un peu différent puisque nous allons analyser les professions de foi et les programmes électoraux de l'ensemble des candidats à la députation. Donc ça risque d'être un peu saignant. Rendez-vous dans 15 jours. Merci pour votre fidélité. Maruru et Pariana.